Bonjour, comme le directeur de CCC, du Centre culturel coréen, m'a présenté, je m'appelle Leslie Volu. Donc là, je vais vous présenter le K-pop, qu'on appelle la Korean Pop Music. La Korean Pop Music, c'est un mélange de plusieurs styles de musique. Évidemment de la pop, d'électro-pop, de la dance, du hip-hop et du R&B. Vous trouvez tous ces mélanges dans les musiques, avec des textes bien sûr en coréen et les refrains que vous entendez tous un peu en anglais et que vous chantez, qui vous tâtonnent la tête tout le temps. Voilà. Dans mon introduction sur la K-pop, je voulais raconter l'origine de cette musique. Ça a été le phénomène K-pop en fait est apparu dans les années 50 et 60, d'abord sous la forme du style trot. Le trot, c'est une ancienne musique pop coréenne qui vient un peu de l'histoire de la Corée pendant la colonisation japonaise. Et au fil des années, le trot, aujourd'hui, on retrouve une musique trot un peu plus modernisée grâce à des groupes comme les Super Junior T, qui sont les sous-groupes du grand groupe de SM Entertainment, les Super Junior. Donc voilà, et vous retrouvez également des songs de Big Bang qui fait ce genre de musique aussi. Donc l'évolution, nous allons voir l'évolution justement de la K-pop, car la K-pop est devenue vraiment ce style qu'on voit aujourd'hui grâce aux mixités de la musique occidentale que les Américains ont pu apporter dans les années 50, après la guerre 50-53 entre la Corée. Donc les Coréens, ils ont mixé justement le trot et le style à l'époque qui était le rock, ce qui a fait aujourd'hui, qui a donné naissance à la K-pop. La scène musicale K-pop qu'on connaît aujourd'hui débute officiellement dans les années 90. Donc, généralement, ça a commencé dans l'Asie, avec le premier boys band qui s'appelle So Tae-jin and the Boys, qui a été créé en 1992, plus officiellement. So Tae-jin, oui, désolée pour la prononciation. La création de la maison de disques SM Entertainment a vraiment fait évoluer la musique extérieurement, car c'est la première maison de disques déjà qui sort des albums, qui sort des boys bands préfabriqués. Donc voilà. Et c'est la première maison de disques qui a pu exporter aussi ses artistes coréens dans d'autres pays asiatiques, et d'importer des artistes asiatiques, par exemple chinois, au sein de la culture coréenne. C'est le premier qui a lancé, par exemple, la chanteuse chinoise Zhang Linyin, et c'est la première maison de disques qui a créé aussi un groupe chino-coréen avec les Super Junior M, toujours le sous-groupe de Super Junior. Après, on retrouve la YG, qui a été créée en 1996, qui lui, par contre, s'est spécialisé directement dans la musique plutôt urbaine, qu'on appelle le R&B et le hip-hop. Et on retrouve les grands groupes tels que les Big Bang, les 2NE1 et Seven. Ainsi, aujourd'hui, on retrouve également Tableau, Epica, etc. C'est des groupes qui sont vraiment sur la scène hip-hop coréenne.
le groupe YG Entertainment, qui a été créé dans les années 90, en 1997, a été... c'est la maison de disques qui a créé le phénomène B-Rain. Oui, on peut tous voir le phénomène B-Rain avec les Wonder Girls. Et c'est la première maison de disques qui a ouvert un succursale aux États-Unis qui permet de... JYP. Qui a créé une succursale aux États-Unis justement pour rassembler les Coréens qui vivent à l'étranger pour faire carrière en Corée par exemple. C'est ainsi qu'ils ont trouvé aussi le rappeur très connu Jungkook Tiger, qui lui vient des États-Unis, enfin un Coréen des États-Unis. Après on a une maison de disques, la DSP Entertainment, qui a été beaucoup plus connue parce qu'elle a créé le groupe Finkel, où est issue la chanteuse Iori, qui est la reine de la K-pop aujourd'hui, ainsi que Kara, qui est très populaire en Corée ainsi qu'au Japon. Et le groupe SS 501, si on peut dire. Sinon, la musique K-pop, hein, on ne peut pas parler de la K-pop sans la danse, c'est évident. Parce que si on ne peut pas danser sur la K-pop, ça ne sera plus la K-pop. Donc on a remarqué plusieurs évolutions dans les danses K-pop. On retrouve le mouvement, le roulement de bassin dans les danses de filles, peut-être que dans Tell Me, de Wonder Girls et Mister, ainsi que Too Late. Et dans un second temps, on a eu le pas de danse historique de la K-pop, la chorégraphie en ligne, un peu haute qu'on retrouve chez les Super Juniors, vu qu'ils sont nombreux, donc ils peuvent se permettre de faire un peu plus des chorégraphies et qui donnent un peu ce côté un peu plus joli. Et, pour finir, on va parler de la chorégraphie, des enchaînements des mouvements. C'est qu'on retrouve dans les clips de Shiny, Ring Ding Dong. Lorsque le leader commence un pas, ensuite les suivants enchaînent, il y a un peu en crescendo. Et là, on va vous introduire justement ces pas de danse par quelques vidéos. On va vous lancer. Là, nous allons voir maintenant l'entrée de la K-pop sur le marché international. Et on va voir comment la diffusion, la K-pop a été diffusée à travers le monde.
la diffusion de la K-pop a été officiellement internationalisée en 2009 avec le premier groupe filles, les Wonder Girls, avoir été hissé dans un top chart américain sur internet, le Billboard Hot 1000, avec la chanson pardon 100, avec la célèbre chanson Nobody, mais en version anglaise. Et du coup, la K-pop, elle sort un peu de l'univers asiatique pour conquérir le monde entier. Dans les classements internationaux qu'on a pu constater, nous avons eu dans les Wonder Girls. Ensuite, on pouvait aussi voir les Super Juniors avec l'album Bonamana. Et les Big Bang, qui ont été le premier groupe coréen à avoir reçu cette année, en 2011, le très prestigieux MTV 2011 MTV European Music Award. Là maintenant on va vous introduire les débuts, le premier clip K-pop. Le continent américain est le premier fan de la vague K-pop en plaçant de nombreux artistes coréens dans les classements Billboard World Album Charts, tels que le 2NE1, Taeyang et les Super Juniors. La K-pop dans le monde numérique. On remarque que la K-pop c'est vraiment hissé grâce à tous nos réseaux sociaux, surtout grâce à tout ce qui est iTunes. Donc on retrouve par exemple les Big Bang qui ont été quand même le premier groupe K-pop à avoir hissé leur album tout en coréen dans un chart américain grâce à iTunes. On va voir comment la K-pop comme vecteur de diffusion. La vague Hallyu coréenne ne s'arrête pas au seuil de la porte web. Les artistes coréens obtiennent la reconnaissance auprès des artistes internationaux en faisant la première partie des concerts pour des groupes tels que les Jonas Brothers. Les Wonder Girls, en 2009, ils ont fait la première partie du jeune groupe de Disney, les Jonas Brothers, ainsi que des nombreuses collaborations. Actuellement, on peut lire que les 2NE1, par exemple, font une collaboration de nouvel album avec le chanteur de Black Eyed Peas, will.i.am. Du coup,
Aujourd'hui, les groupes coréens, les artistes coréens, ils ont cette reconnaissance de leur père à l'étranger, internationalement. Grâce à la diffusion de tout ce qui est clip K-pop par les nets, on a fait un sondage de chaque continent qui regarde les vidéos K-pop via les sites tels que YouTube, Facebook et Naver. On retrouve par exemple les premiers en tête, bien sûr, les États-Unis. Ensuite vient le Vietnam, l'Asie en général, l'Asie sud-est, qui sont très impliqués dans tout ce qui est phénomène Hallyu. Après, on retrouve aussi ce phénomène énormément au Canada, en Amérique du Sud, ainsi que dans les pays comme l'Arabie Saoudite, et en Europe, donc en France et en Angleterre. On peut constater depuis entre 2011 et 2012 pas mal de tournées de World Tour que les groupes coréens ont pu faire aujourd'hui. Par exemple, on peut prendre les JYG, je ne sais pas si c'est les JYG, ils ont fait une tournée internationale telle qu'en Turquie, en Allemagne, à Barcelone et plus récemment au Brésil. Et nous avons eu de notre part aussi les groupes tels que la SM Town. Et là, très prochainement, nous aurons les Super Juniors. Là, nous allons vous montrer un peu les vidéos des concerts qui ont circulé sur Internet dans le monde. Là, nous avons la reconnaissance mondiale grâce à YouTube, qui peut diffuser tout ce qui est clip K-pop. Là, nous voyons que YouTube, par exemple, a créé une page spéciale coréenne. Et si vous allez dessus, voilà, vous retrouvez tous vos clips, les nouveautés, etc. La K-pop a un succès global. Là, on peut dire pourquoi un tel phénomène arrive en France. La K-pop est une musique entraînante et, dans une langue exotique qui nous différencie, qui nous change de l'anglais habituel qu'on entend. Et des clips qui donnent vraiment envie de danser et apprendre des chorégraphies. Et des corps, il faut dire, qui frôlent parfois la perfection. Et on pourrait expliquer le succès de la K-pop aussi simplement
que ça, mais en fait, la K-pop doit vraiment sa valeur, son côté mondial, grâce aux fans qu'on peut appeler les fans 2.0. Ces fans qui sont connectés quasiment tous les jours sur leurs sites tels que Facebook, Twitter, et qui recherchent de nombreuses informations sur YouTube également. Et c'est grâce à eux qu'en fait, en communiquant par ces réseaux sociaux, ils créent un petit groupe. Petit à petit, ils découvrent que par exemple leur voisin ait la même passion que lui sans qu'il sache. Donc c'est comme ça qu'on retrouve un peu ce phénomène de groupe. Par exemple en France, aux États-Unis, ou encore en Allemagne, dans le monde entier. Et là par exemple, on vous donne quelques chiffres des fans de Super Junior en France. On a plus de, par exemple, on a plus de 2478 abonnés chez les Elfs. C'est les fan club officiels des Super Junior. Et, on retrouve également sur Twitter 120 abonnés des groupes par chanteur, tels que Yesan et Sunmin. Nous avons également les différents blogs toujours des Elfs sur Skyrock. Et les artistes coréens sont les artistes quand même qui sont les plus actifs sur tout ce qui est sites sociaux pour rester en contact justement avec leurs fans dans le monde entier. Aujourd'hui, l'artiste coréen le plus suivi par exemple sur Twitter reste Siwon, le chanteur de Super Junior, qui a plus d'1 million de tweets. Comment on peut expliquer ce succès soudain en Europe, ou surtout en Europe pour nous, parce qu'on peut voir cette évolution grâce à tout ce qui était SM Town. En général, les personnes qui aiment vraiment la K-pop, c'est des gens qui aiment l'Asie tout d'abord. Et soit ils ont découvert la K-pop par des amis qui, eux, sont passionnés de l'Asie et qui leur fait découvrir, ou soit lors d'un voyage en Asie, où ils ont découvert, que ce soit en Chine ou au Vietnam ou en Corée même, ils entendent cette musique et ils découvrent la K-pop. Mais et vous avez également tout ce qui est film, drama, surtout le drama niveau découverte des groupes, parce qu'il y a pas mal des groupes de K-pop qui font des bonds originaux des dramas. Ou tout simplement un partage de passion sur Internet. On crée un réseau entre fans soit de K-pop, soit de l'Asie en général, et on peut partager nos goûts. Ça le web est vraiment le moteur premier du succès phénoménal de la K-pop qu'on peut constater aujourd'hui. L'engouement et le succès de la K-pop vient surtout des jeunes passionnés qui ont su tirer avantage de tout ce qui est nouveau mode de communication, tels que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, Twitter, toujours Facebook. Et, plus récemment, des fois, on a les vrais fans des K-pop qui n'hésitent pas par exemple, à télécharger des réseaux sociaux spécialement coréens. Je suis sûre que vous avez à peu près tous tout ce qui est Kakao Talk sur votre smartphone. Et là, vous retrouvez, par exemple, les Super Junior, le groupe SM Entertainment, ils ont tous un peu ce côté Kakao Talk. Qu'en est-il de la K-pop en France? On a pu constater en juin 2011 que l'Europe s'était donné rendez-vous à Paris
pour le premier concert européen donné par les artistes coréens de la maison de disques SM, sur le concert SM Town. Et cette expérience a pu être renouvelée en février 2012 grâce à la Music Bank, une émission de la très célèbre chaîne KBS qui a été organisée à Bercy. Et évidemment, suite à ce grand succès, les médias et certaines maisons de disques français se sont penchés sur ce phénomène justement K-pop. Et on a remarqué que, par exemple, pour la tournée SM Town, le 10 juin, on a pu avoir plus de 6000 personnes qui se sont déplacées, venues de l'Europe entière pour assister à ce concert, ainsi que la Music Bank, évidemment, comme c'était à Bercy, a pu faire plus de 12 000 entrées. Là, on attend pour les Super Juniors à peu près 6 000 en rentrée. Et là, c'est vrai que les billets se vendent très très bien et ils sont presque les plus places. D'où vient vraiment cet engouement pour la K-pop? Oui, en fait, je voulais vraiment faire le contraste entre la culture coréenne, le phénomène qu'on peut retrouver de la K-pop aujourd'hui en France, et ce qu'on on a pu avoir dans les années 90. C'est vrai que pendant que la K-pop en Corée grandissait, nous, en Europe, généralement, on perdait justement cette notion des années 80, dans les années 90, de notion de idol. On avait, pour nous, dans les années 90, tout ce qui était To Be Free, par exemple. Oui, malheureusement, ils ont disparu. Et donc, de To Be Free. En fait, on peut expliquer le succès de la K-pop en France par une simple envie d'évasion ou de découverte d'une autre culture, de changer de style de musique ou de langue, parce qu'on est beaucoup immergé avec la culture américaine dans notre vie de tous les jours. Donc l'effet de un peu ramener la K-pop, vu qu'en France on n'a plus ce statut, on ne fabrique plus tout ce qui est boys band comme dans les années 90. Donc les jeunes aujourd'hui, soit ils se retournent plutôt vers les boys bands anglais ou américains, qui eux par exemple sortent chaque année toujours des artistes, tels qu'aujourd'hui en ce moment on a des groupes tels que le One Direction, qui est un boys band anglais, et soit on a cette partie des personnes qui se tournent justement vers cette musique à la recherche des boys bands américains, et le fait qu'on ait une autre option grâce à la Corée, avec tout ce qui est K-pop, je pense que c'est ce qui a un peu amené cet engouement, ce succès pour la K-pop en France. La présence de la K-pop a permis aux Français d'explorer d'autres univers culturels qu'ils ne connaissaient pas. Même si quelques novices ont pu découvrir la culture coréenne à travers quand même la K-pop, parce que la K-pop reste quand même une grande part, enfin une petite part de la culture coréenne, mais la majorité des fans restent toujours passionnés, sont toujours des vrais passionnés du continent asiatique. Évidemment, après ce succès phénoménal de 2 concerts consécutifs à Paris, nous avons la maison de disques Universal a signé le groupe Girls' Generation, qui sont plus connus sous le nom Sonachide, et qui ont lancé leur album que vous pourrez trouver aujourd'hui dans tout ce qui est Fnac, Virgin, et j'en cite pas plus. Leur album sur support par un disque.
Et c'est le premier, ça reste quand même le premier groupe coréen à être signé par une maison de disques français. Les Girls' Generation, ou Sonashide pour ceux qui préfèrent, sont un groupe de 9 filles composé de Taeyeon, Jessica, Semi, Tiffany, Hyohyun, Yuri, Sooyoung, Yuna et Soyeon. Là, on va vous montrer une vidéo de leur passage, de leur première émission française lors de la Music Bank où ils ont assisté. Generation est un groupe composé de 9 filles. On a été recrutés très jeunes. Et pour le casting, on a commencé très tôt. Et donc voilà, on a commencé à faire composer le groupe. Comment vous trouvez votre accueil en France? Vos fans français, comment vous les trouvez? C'est la deuxième fois qu'on est en France et la deuxième fois qu'on est... C'est la première fois qu'on est dans une télé française et on est vraiment très très contente. Et vous voyez, voilà, ils sont tous en train de participer. C'est absolument merveilleux. La France a toujours été un pays où les artistes étrangers ont vraiment du mal à pouvoir se créer une carrière. Lorsqu'on regarde, même à l'époque, pouvoir créer une carrière par exemple en tant que chanteur anglais, etc. Il y a tant de groupes, par exemple à l'étranger, qui ne sont pas connus, qui sont connus en Europe entière, sauf par exemple en France. Et on explique cet effet par le fait que le public français est très attaché à la musique, tout ce qui est variété française. Donc, on trouve que la K-pop a quand même su se démarquer un petit peu pour pouvoir réussir à introduire le marché français. Là, on va voir si la K-pop est un bon vecteur de diffusion. Un effet de mode contre-productif. Il ne faut pas oublier que le public de la K-pop est majoritairement composé d'adolescents, pleins de puberté et donc en évolution. La K-pop est un bon moyen stratégique pour faire découvrir la Corée, les Coréens et la culture coréenne en général. Les fans en grandissant développent un goût plus affiné et plus mature. Le plus grand risque serait de réduire la richesse et la diversité de la culture coréenne en K-pop. La culture traditionnelle coréenne, telle que l'art, la gastronomie, les chants traditionnels, et le phénomène sont deux mondes totalement différents mais non contradictoires. Ces paradoxes entre tradition et modernité apportent vraiment à la culture coréenne une richesse dans laquelle on peut puiser sans fin. Et cette paradoxité, on peut le remarquer aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de partir en Corée récemment ou par le passé. Nous pouvons par exemple constater, par exemple à Séoul, de retrouver des palais qui sont vraiment dans les styles très traditionnels. Et, une fois sortis du palais, voir tout autour de nous de buildings de plus de 100 étages. Voilà. C'est cette magie de mélanger tradition et modernité qui fait la richesse de la Corée. Pour justement promouvoir la culture coréenne, le gouvernement sud-coréen, grâce à tout ce qui est ministère, notamment ceux de la culture et du tourisme, ainsi que diverses associations culturelles sud-coréennes, participent activement au développement de la K-pop sur la scène internationale. Et tout ce qui est ces ministères-là
aide activement les associations étrangères à aider aussi à promouvoir la culture coréenne. La K-pop permet d'explorer la culture sud-coréenne, du moins une partie, et d'accroître les rayonnements culturels du pays. Les fans se mettent à apprendre la langue pour comprendre leur idole et surtout aussi comprendre les textes qu'ils chantent. Et souhaitent visiter la Corée pour découvrir amplement le pays du matin calme. Par ailleurs, les industries du divertissement occidental, notamment beaucoup aux États-Unis, car aux États-Unis il y a quand même une forte communauté coréenne, et ce qui commence vraiment à s'intéresser à ce marché. Je ne sais pas si aussi vous avez eu cette occasion d'aller aux États-Unis, de constater que vous avez énormément de tout ce qui est Koreatown. Vous pouvez retrouver un peu l'équivalent de notre pyramide. La K-pop dans 10 ans. L'avenir pour la K-pop. En France, on dit souvent jeunesse passe, et ça va passer. La K-pop, c'est vraiment comme tout groupe boys band qui a pu passer par la France. C'est des groupes qui durent en moyenne 5 ans. Ils ont une longévité de 5 ans. On peut déjà le constater, dans les années 2000, on a eu pour notre part un boys band venu d'Allemagne qui s'appelle Tokyo Hotel. Et, au bout de 5 ans, ils sont disparus. Et, donc voilà. En fait, le phénomène, tout ce qui est phénomène boys band, c'est pas quelque chose de durable en soi, car les publics visés sont toujours les adolescents. Évidemment, les adolescents évoluent et leurs goûts changent, leurs goûts musicaux changent et mûrissent. Donc du coup, la continuité d'un boys band dans le futur n'est pas assurée. Après, peut-être la Corée pourrait réinventer une sorte de K-pop, ils nous réenvahir dans 10 ans. Qui sait, une nouvelle génération arrivera. C'est sur cette sagesse que nous finissons notre débat sur la K-pop. Avez-vous des questions ?